Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Europe-Afrique, qui reçoit aujourd'hui M. Moustapha Bakouri, PDG du groupe Mazen, chargé de piloter les projets des énergies renouvelables au Maroc. M. Bakouri, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation, malgré votre agenda chargé. Vous êtes à Bruxelles dans le cadre de votre participation à la réception annuelle de l'agence allemande KfW, qui a mis à l'honneur cette année l'Afrique et plus spécialement le Maroc. Pourquoi un focus sur l'Afrique ici à Bruxelles, capitale de l'Europe, et spécialement sur le Maroc? Bonjour et merci de m'inviter. C'est une très bonne occasion pour parler de la coopération que le Maroc mène autour d'un secteur clé, l'énergie, et vous me donnez l'occasion de parler de cet événement que la KfW a organisé hier. Ça a été, je pense, le choix de l'Afrique est pertinent, puisque la KfW, qui est connue comme étant une agence de développement, et je crois qu'aujourd'hui, parler de l'Afrique sans parler de ce qui se fait en matière de développement, au sens ce qui peut se faire pour aller plus loin dans le développement de l'Afrique, et je pense qu'on en parlera plusieurs fois lors de cet entretien, passe par mettre l'accent sur ce qui est nécessaire comme levier. Et parmi ce qui est nécessaire aujourd'hui comme levier au niveau de l'Afrique, il y a forcément l'énergie qui arrive au niveau des priorités. Priorité pour permettre un accès rapide d'abord à l'électricité des citoyens africains très nombreux à en être privés aujourd'hui. L'accès à l'électricité est absolument nécessaire pour valoriser au bénéfice de l'Afrique les innombrables ressources dont dispose le continent. C'est aussi la condition préalable pour pouvoir développer des infrastructures de transport, développer des centres de soins et de santé au niveau de ce qui est nécessaire aujourd'hui. Et il se trouve que sur le secteur de l'énergie, et en particulier sur l'énergie durable, le Maroc a mis en place une stratégie qui est la sienne, d'abord pour les besoins de son économie, l'économie nationale, il y a bientôt une dizaine d'années. Cette stratégie s'est déclinée à travers des projets. Certains de ces projets fonctionnent déjà dans un cadre parfaitement optimal, aussi bien sur le plan technique que sur le plan économique, et qui fait qu'aujourd'hui, on peut se référer à cette expérience pour ambitionner d'aller plus loin. Et notre ambition, c'est de le faire avec aussi nos partenaires. La KfW en fait partie. Il y a aussi les autres acteurs européens, la Banque européenne d'investissement, l'Agence française de développement, mais aussi la Commission européenne qui nous a également accompagnés depuis le début de manière très pertinente. Et c'est aussi ça a été aussi l'occasion de rendre visite à quelques organisations de la Commission pour parler aussi avenir. Donc précisément, vous parlez de liens avec l'Europe. L'Europe, en fait, est le premier bailleur de fonds de l'Afrique, avec 20 milliards d'euros d'aide annuelle au continent. Quel est le rapport de l'Europe avec les pays africains en matière d'énergie? Alors, l'Europe fait beaucoup dans ce qui existe au niveau énergie, mais le besoin est énorme. L'accès à l'électricité, le taux moyen d'accès à l'électricité est dérisoire dans beaucoup de pays. Il y a des pays où ça dépasse à peine les 15%. Et ce qui veut dire que dans ces pays-là, par exemple, toutes les zones rurales sont totalement dépourvues d'accès à l'électricité, et les zones urbaines sont dotées en partie seulement. Ce qui veut dire que ça accélère l'afflux vers les zones urbaines qui ne sont pas préparées à absorber toutes ces populations, ce qui est amplifié par la démographie, qui est encore élevée en Afrique. Donc il y a véritablement urgence à changer de cadence et à changer de mécanisme pour pouvoir élever ces taux à des niveaux qui soient en conformité avec ce que légitimement les Africains pourraient prétendre avoir aujourd'hui. Mais en fait,
il semblerait sur le plan statistique que c'est à peu près un tiers des Africains, c'est-à-dire plus de 600 millions de personnes, Absolument. qui sont dans l'obscurité, qui sont privées. Absolument, mais ça c'est un taux moyen, ce qui veut dire que dans certains pays, la situation voilà. Est-ce est pire. que vous trouvez l'aide européenne au développement en Afrique aurait permis précisément, avec le temps, de, disons, équiper 18 millions de personnes et qui désormais ont accès à l'énergie? C'est à la fois très peu et beaucoup. Comment est-ce que vous jugez cette avancée? C'est beaucoup compte tenu du nombre, 18 millions. C'est trop peu compte tenu du nombre de ceux qui ne l'ont pas encore. Donc, et il y a une double frustration. Et ceux qui ne l'ont pas encore aspirent à en avoir. Et ceux qui ont aujourd'hui un accès à l'électricité aspirent à d'autres besoins en termes d'énergie. Le premier niveau, c'est d'avoir de l'électricité pour avoir de l'éclairage, avoir un frigo, avoir la télévision. Ensuite, on a envie d'avoir de l'énergie et donc de la puissance pour faire des travaux, pour faire de la production, faire de la menuiserie, Ensuite, il faut aspirer à des sources d'énergie encore plus consistantes pour valoriser une agriculture, développer une industrie, prétendre à un transport moderne. Donc vous voyez que les besoins sont déjà là, mais les besoins vont continuer de s'accélérer. Donc en fait, il est fondamental de travailler à ce qu'il y ait en place des mécanismes qui permettent de générer des projets de production d'électricité et d'énergie de manière générale qui soient en croissance continue pour élever le niveau général de développement de l'Afrique et par conséquent le niveau social pour vraiment réduire cette fracture, ces disparités qui existent entre deux continents, mais aussi au sein du continent et au sein de chacun des pays. Il y a des disparités qui... En fait, on peut même dire que c'est quasi un postulat, parce que c'est l'électricité qui va amener l'activité. Et l'activité qui va permettre de stabiliser les gens, qui va générer des revenus, qui vont permettre freiner l'immigration, enclencher le cercle vertueux. En fait. Voilà. Si on revient à un niveau de l'Union européenne, elle fourmille de pistes pour mobiliser des investissements intelligents en Afrique. La chancelière allemande, Angela Merkel et d'autres ont voulu le déploiement d'un plan Marshall pour l'Afrique. Oui. Est-ce que ce sont des effets d'annonce ou de réelle, je dirais, volonté politique? Je pense que ça part d'abord d'une conviction qu'il faut changer la donne, l'Europe, et je crois que le cas de l'Allemagne est très consciente de la situation du développement en Afrique, de l'impact sur les migrations et donc de la nécessité de participer de manière plus active au développement du continent. Donc c'est probablement très sincère comme annonce et comme volonté. Maintenant, évidemment, ce n'est pas suffisant. Il faut la mise en place passe par un cadre à mettre en place, par des mécanismes opérationnels qui soient efficaces et qui soient pertinents. Et ça, probablement qu'il y a encore du travail pour cette déclinaison. Et c'est là où, je pense, c'est un travail collectif de tous ceux qui sont prêts à œuvrer pour le développement de l'Afrique et le développement concret. Plusieurs pays sont concernés. Le Maroc en fait partie. Le Maroc étant un pays africain, le Maroc étant un pays qui mesure au quotidien ce que veut dire le développement de l'Afrique et la nécessité que ça pose. Le Maroc est d'ailleurs devenu un pays de destination finale des migrations. Et en même temps, le Maroc a des relations concrètes, économiques et sociales qui peuvent être mises à profit pour le développement d'outils parfois qui n'existent pas, développement plus pertinent pour faire que ce genre d'initiative et cette ambition, qui est encore une fois une nécessité, se traduisent par des projets concrets au bénéfice des populations africaines. Évidemment, le Maroc est le pays d'Afrique le plus proche de l'Europe et donc il peut servir de modèle dans une concomitance entre, je dirais, des logiques d'intégration et de collaboration nord-sud et sud-sud. Absolument.
Est-ce que les autres pays commencent à prendre conscience de l'intérêt de ces deux axes? Je crois que oui. D'ailleurs, le Maroc est parfois sollicité pour travailler dans cette direction par plusieurs pays. Cette philosophie de coopération sud-sud et sud-nord que Sa Majesté a prônée depuis plusieurs années et qu'il ne cesse de réitérer à chaque fois qu'il en a l'occasion, aussi bien dans les nombreux pays africains qu'il visite, mais aussi les différentes occasions qu'il a d'évoquer l'Afrique sur la scène internationale. La dernière a été lors du sommet pour l'action climatique à New York, à travers le message que Sa Majesté a délivré et qui a été lu par Son Altesse royale, et où l'Afrique était au cœur du message et la nécessité d'œuvrer pour le développement de l'Afrique sans fatalité par rapport aux questions climatiques, la nécessité aussi de tenir compte du potentiel de la jeunesse africaine, qui est colossal potentiel, qui peut être encore considéré comme une opportunité et qui doit être pris dans des stratégies ambitieuses de coopération effective pour l'Afrique. Donc oui, vous avez parfaitement raison de le rappeler. D'autres pays d'Afrique que le Maroc, je pense à l'Éthiopie et ses barrages, le Kenya et la géothermie, sont aussi un peu à la pointe. Est-ce que l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, ce qu'on appelle l'ARE, entérinée en 2015 par la COP21 à Paris, a eu des effets tangibles? Alors, l'initiative africaine pour le développement des énergies renouvelables, et vous l'avez rappelé, et c'est en fait, vous avez rappelé quelques pays, mais j'irai plus loin. Il n'y a aucun pays en Afrique qui n'a pas de ressources renouvelables valorisables au bénéfice de son développement. Quand ce n'est pas les sources hydrauliques, c'est la géothermie, c'est l'éolien, c'est le solaire, c'est la biomasse, et parfois toutes ces énergies réunies en même temps. Donc les conditions de développement des énergies durables et des énergies renouvelables sont absolument nécessaires. Donc cette initiative... D'une richesse naturelle unique au monde. D'une richesse naturelle unique au monde et qui dépasse plus largement les besoins de l'Afrique. Donc il y a un potentiel réel. Les ingrédients de cette initiative sont disponibles, existent. Après la COP21 à Paris, il y a eu la COP22 à Marrakech. Ça a été l'occasion pour Sa Majesté de tenir un sommet dédié à l'Afrique, en marge de la COP elle-même, et qui a été l'occasion de mettre le focus sur des actions urgentes en bénéfice de l'Afrique sur le plan énergétique et climatique, et qui a donné lieu même à un groupe de travail. Une mission a été confiée au président guinéen Alpha Condé, donc qui l'a menée depuis. Et cette initiative a été renforcée par aujourd'hui même une liste de projets qui pourraient faire l'objet de développement dans plusieurs pays en Afrique. D'autres initiatives sont venues ensuite renforcer. Je vais en citer deux. L'année dernière, l'initiative Desert to Power, initiée par la Banque africaine de développement, et à laquelle le Maroc, à travers Mazen, est partie prenante pour développer l'énergie solaire dans toute la zone sahélo-saharienne, qui couvre 11 pays, y compris les pays du Sahel, les 5 pays du Sahel. Et plus récemment, le Maroc et l'Éthiopie, puisque vous avez mentionné l'Éthiopie, ont présenté une coalition au sommet de New York, qui a été retenue parmi les coalitions à soutenir et qui a été d'ailleurs présentée lors de la journée des chefs d'État, et qui ambitionne de promouvoir le développement des énergies durables dans tous les pays les moins avancés, les LDCs et les pays insulaires. Je vais me permettre de vous couper parce qu'on va faire une petite pause et on se retrouve après l'interruption. Merci. Le roi Mohamed VI a engagé une diplomatie économique active, notamment avec l'Afrique de l'Ouest. Le projet de gazoduc allant du Nigeria au Maroc s'inscrit dans cette politique de coopération.
Est-ce que l'on mesure les avancées de cette diplomatie? Alors, c'est plus qu'une diplomatie, ça part d'une volonté réelle de contribuer activement au développement de l'Afrique et de participer au changement de la situation économique et sociale de chacun des pays et de pays pris ensemble. Et évidemment, c'est perceptible au niveau diplomatique et c'est plus que perceptible, c'est très concret au sein du Maroc, mais aussi à l'extérieur. Beaucoup de responsables, pas seulement africains d'ailleurs, même internationaux, l'ont relevé, l'ont compris, l'ont souligné. Je peux citer plusieurs rencontres internationales où le rôle du Maroc et le rôle de Sa Majesté de précurseur est rappelé en permanence. Et ça donne une responsabilité au Maroc d'aller encore plus loin. Et je pense que... Est-ce que les décisions pour respecter les accords de libre-échange avec l'Europe, où le Maroc a baissé de manière substantielle ses droits de douane, a généré une vraie ouverture de l'économie et éventuellement des hausses aussi des importations, notamment dans le domaine que vous maîtrisez très très bien des énergies renouvelables? Oui, aujourd'hui, la zone de libre-échange avec l'Europe est une réalité. Ça a généré des changements les premières années, puisque beaucoup d'entreprises ont dû s'adapter. Ça n'a pas été facile pour tout le monde, mais au final, ça a généré aussi un tissu économique plus robuste, plus compétitif, et qui a su se battre pour continuer d'exister et qui participe de manière active à ces stratégies tournées vers l'avenir. Et si on parle du secteur des énergies renouvelables, une bonne partie des investissements est réalisée de manière compétitive localement et notre ambition, c'est de continuer à accroître cette part. On parle du partenaire européen, on peut évoquer aussi un autre phénomène maintenant, c'est la Chine qui investit le continent africain et notamment spécialisée, je pense, dans les barrages hydrauliques. Comment agit-elle? Quelle différence dans son attitude, dans son action par rapport à l'Europe? La Chine a parfois quelques atouts qui lui sont propres, notamment le fait certaines de ces entreprises au niveau infrastructure, des très grosses entreprises qui ont déjà réalisé beaucoup d'infrastructures de très grandes envergures, mais surtout qui viennent avec des financements qui parfois sont extrêmement compétitifs pour des pays où la confiance des investisseurs de marché n'est pas suffisamment forte pour pouvoir financer ces mêmes projets de manière différente. Donc c'est une réalité et cette réalité s'est constatée ces dernières années de manière très concrète dans notamment les infrastructures. C'est ça. Alors l'objectif du Maroc dans les énergies vertes, le solaire, l'éolien, l'hydraulique, c'est de faire en sorte que plus de la moitié des capacités énergétiques, dans moins de 10 ans, proviendraient de ces énergies vertes. Vous en prenez le chemin et j'ai même l'impression plus rapidement encore que prévu, non? Oui, nous avions un objectif en 2020 d'arriver à 42%. Cet objectif, nous sommes en passe de l'atteindre et c'est ce qui nous a amené à considérer des objectifs plus ambitieux à horizon 2030, d'arriver à 52%. Évidemment, c'est un minimum que nous devons atteindre et il ne nous est pas interdit d'arriver à plus et de travailler pour que la part des énergies renouvelables puisse être portée au niveau le plus élevé possible sur le plan électrique, mais aussi d'explorer d'autres domaines où on pourrait l'appliquer. Je peux citer l'éclairage public, je peux citer l'agriculture et notamment le pompage au bénéfice d'une agriculture modernisée en permanence. Je peux citer la mobilité durable qui viendrait s'ajouter. Je peux citer le dessalement d'eau quand ça sera nécessaire, puisque dans certains endroits, il sera nécessaire de passer, hélas, par le dessalement pour avoir cette ressource aussi bien pour l'eau potable que pour l'agriculture. Et donc c'est des gisements encore plus élevés pour recourir aux énergies renouvelables dans le futur. Mais c'est aussi, pour revenir à l'Afrique, un excellent levier de coopération opérationnelle avec de nombreux pays africains.
Et déjà, votre premier site de panneaux de solaires concentrés, je pense que c'est le plus grand du monde. Oui, vous Et parlez donc, de Ouarzazate, du oui, complexe de Ouarzazate, qui est le et plus grand complexe. ça doit donner un sentiment de fierté aux Marocains. Et est-ce que par ailleurs, vous avez l'espoir que ce soit à un moment donné cloné, que ça fasse des petits assez rapidement ailleurs en Afrique? Alors, évidemment, c'est clairement l'ambition, c'est de dire à chacun des pays que c'est faisable. Il ne s'agit pas de faire forcément le même projet, c'est de faire des projets adaptés aux besoins de chacun des pays, mais avec ce niveau d'ambition pour chacun des pays, de faire des projets transformatifs, des projets qui changent en mieux la situation de l'économie, la situation du citoyen, et que ça soit aussi des motifs de fierté partagés au niveau d'un nombre encore plus élevé de pays. Pour donner une image, une métaphore, on dit que si on couvrait tout le Sahara de panneaux solaires, on pourrait fournir l'énergie au monde entier. Oui, absolument. Nous recevons suffisamment de ressources solaires par jour pour couvrir nos besoins pendant plusieurs années. Alors, ce qui est évidemment formidable, c'est que le Maintenant, Maroc, il nous reste à le faire de manière opérationnelle. bien sûr, et on ne va pas couvrir tout le Sahara, mais vous réussissez ainsi à réduire la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Évidemment, vous n'êtes pas producteur de pétrole, de gaz, donc il y avait une propension plus grande à C'est une chance à avancer. certains égards. Quasi, oui. Les subventions ont été supprimées au niveau des produits pétroliers, je crois, et on encourage les investissements, on l'a dit. Est-ce que le secteur privé international et national se bouscule au portillon de ces projets d'énergie verte? Oui, aujourd'hui, il y a une crédibilité qui est assise pour être tout à fait concret et il y a un réel intérêt à chaque fois que nous lançons un projet et des meilleurs du secteur aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et nous sommes heureux d'y associer à chaque fois des acteurs pour améliorer aussi bien les performances techniques que les conditions économiques de développement de ces projets. Vous avez des structures de financement assez novatrices, notamment dans le cadre du projet de Ouarzazate. Vous pouvez expliquer en 2 mots ce que vous faites? D'abord, l'importance du financement pour ces projets. Le plus gros du coût de génération d'électricité est lié à l'investissement de départ, et c'est des gros investissements. Par conséquent, l'optimisation de leur financement a un lien direct sur ce même coût. Donc, il a été recherché dès le départ la contribution d'institutions et de pays qui avaient une bonne connaissance du Maroc, de sa crédibilité, pour les associer à ces montages financiers innovants à travers des fonds concessionnels, à travers des dons, à travers des fonds spécialisés et à travers une ingénierie qui a permis de bien positionner les acteurs, aussi bien ceux du secteur privé que du secteur public, par une bonne répartition des risques liés à ces projets pour qu'à l'arrivée, nous ayons des financements importants, des coûts de financement réduits et finalement un impact concret sur le coût du kilowattheure qui a été à chaque fois l'un des meilleurs coûts pour chacune des technologies développées au niveau mondial. Est-ce que pour les investisseurs, et je pense aux investisseurs européens, le cadre légal a évolué pour qu'on favorise la conclusion des affaires? Je dirais, il faut un climat favorable, il faut lutter un peu contre la corruption, formalisation des services, planification énergétique, garantie des paiements, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un cadre, je dirais, de confiance pour l'investisseur? Oui, largement. Et d'ailleurs, pour l'illustrer, si je ne me réfère qu'aux projets énergétiques dont nous parlons aujourd'hui, dans chacun des projets qu'on a développés, il y a au moins un opérateur ou un acteur européen dans les consortiums qui sont nos partenaires pour leur développement. Alors, est-ce qu'il y a des champions nationaux, je pense à Nareva ou d'autres, qui ont émergé suite à tous ces projets? Oui, et plus largement, il y a des acteurs au niveau du développement
Et il y a aussi des acteurs qui participent à la réalisation de ces projets. Je pense à des entreprises de génie civil, à des entreprises électroniques, de câblage, qui adaptent leurs compétences et leurs expertises pour faire en sorte que l'intégration locale soit la plus élevée possible. Donc, et c'est clairement un des objectifs aussi de la stratégie nationale, c'est de créer un écosystème global qui permet de générer de l'électricité compétitive, de développer un savoir-faire national et local compétitif aussi, susceptible d'être d'ailleurs même exporté, produire des effets positifs sur les territoires d'implantation des projets et aussi être partie prenante à la dynamique d'innovation. Et pour ça, nous avons des centres, des plateformes de R&D où nous travaillons sur les sujets de demain avec des partenaires européens et internationaux. Tels que l'hydrogène, tels que le stockage, tels que l'intégration des énergies renouvelables au réseau, tels que les microgrids, tels que l'économie d'eau qui est nécessaire pour certaines technologies renouvelables. Et c'est une vision intégrée et globale qui permet d'être présent sur la dynamique d'innovation qui ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Le Maroc a la chance d'avoir à peu près 100% d'accès à l'énergie, ce qui n'est pas vrai, on l'a dit, pour la plupart des autres pays. On a compris que la sous-électrification est le problème majeur et que c'est ça qu'il faut régler quasi en amont de tout développement et projet de co-développement. Est-ce qu'on peut, et ce sera ma dernière question, considérer, comme le dit l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, l'IRENA, que la capacité de l'Afrique pourrait placer le continent au premier rang mondial de la production d'énergie renouvelable dans le monde? Oui, et on peut lister les ressources extrêmement importantes, renouvelables qu'il y a. L'hydraulique, rien que l'hydraulique, peut satisfaire les besoins de l'Afrique et une bonne partie de l'Europe, par exemple. Évidemment, mais ça passe par des infrastructures importantes qu'il faut développer. Le solaire, dans tous les pays pratiquement. La géothermie. Donc, le mot de la fin, c'est vraiment de se dire il y a un espoir extraordinaire, il y a une lumière formidable. Et nous constatons vraiment un changement aussi de posture de la part de beaucoup de pays africains, avec une détermination aussi à agir dans ce sens. Et c'est notre responsabilité que de joindre nos efforts pour participer à cette perspective. Monsieur Barouki, merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion. C'était très intéressant. Mesdames et messieurs, je vous dis au revoir ici et je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour une prochaine émission. Merci.